Paris, c'est la ville la plus filmée au monde avec pas moins de 900 tournages par an. Du spot de pub au long métrage, tous les quartiers de Paris ont été au moins une fois sous le feu des projecteurs. Et c'est normal, quand on voit ça, c'est quand même le plus beau décor du monde. Paris, c'est aussi un savoir-faire inégalé dans les métiers du 7e art. Je vous propose donc d'enfiler votre costume de spectateur, de vous caler bien au fond de votre fauteuil, d'ouvrir grand les yeux, car tout de suite, Paname fait son cinéma. Cette semaine dans Paname, je pousserai les portes de l'atelier 69 à Montreuil. On y réalise des effets spéciaux plus vrais que nature. Frédéric Gersal nous parlera de la première projection publique du cinématographe inventée par les Frères Lumière. Boulevard Raspail, j'irai à la rencontre de Jess Hill qui a ouvert un premier glacier à Paris. Je pousserai ensuite les portes de la fameuse salle de cinéma, le Grand Rex. Avec Mireille, nous découvrirons des tenues improbables. Nous nous transporterons dans l'époque de notre choix. Mais pour commencer cette émission, je rejoins Juliette Dubois, historienne et passionnée de cinéma. Juliette, pourquoi tu m'as donné rendez-vous dans cet hôtel ? Alors parce que cet hôtel, c'est un lieu de pèlerinage pour tous les cinéphiles, les amoureux du cinéma. En fait, c'est l'un des décors principaux du film À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Donc c'est vraiment un lieu qui symbolise la naissance de la nouvelle vague. On a l'affiche originale du film, dédicacée par Jean-Luc Godard et par Jean-Paul Belmondo. Belle photo de Belmondo et Jean Seberg qui s'embrassent à l'angle de la rue ici, également dédicacée. Cet hôtel, dans ton travail, c'est un passage obligé, parce que toi, tu proposes des visites guidées du Paris du cinéma. Qu'est-ce que tu fais exactement ? Qu'est-ce que tu proposes ? Alors l'idée, c'est vraiment de redécouvrir Paris à travers son histoire du cinéma et ses lieux de tournage, de montrer comment les cinéastes ont pu raconter la ville. Donc c'est un mélange de l'histoire culturelle et du cinéma. Et à chaque fois, effectivement, on redécouvre des lieux, on voit des extraits et on parle de cinéma ensemble. Là, on est dans le quartier latin. Tu vas nous proposer quelle balade ? Alors là, dans le quartier latin, on a le Paris de Jean-Luc Godard, mais il y a aussi la possibilité de redécouvrir les décors de Minuit à Paris, qui nous parlent bien de la ville aussi, du Paris des années 20 et de la belle époque. C'est un bel hommage à la capitale. Allez, je te suis. Tu m'y On emmènes ? y va ? Ouais. C'est une institution parisienne, ça. Ah oui, c'est une institution parisienne, le plus vieux bistrot de Paris. C'est vrai ? Ouais. 1845, ouverture. On a une belle enseigne qui nous le montre. Alors, c'est devenu un restaurant, un bistrot à la fin du 19e siècle. Et c'est aussi, donc, le décor d'un film. Ah très oui, connu, c'est le Minuit à décor Paris. du film Minuit à Paris, exactement. Alors, on regarde la C'est scène. parti. Raconte-moi la scène. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, notre personnage principal, Gilles, est un grand amoureux de Paris, grande nostalgie, qui rêve de vivre dans le Paris des années 20. Et c'est un grand admirateur d'Hemingway. Et il a l'occasion de voyager dans le temps. Il rencontre Scott Fitzgerald, qui l'introduit auprès d'Hemingway, ici, au Polydor. Alors, donc on a vraiment une des scènes du film qui a été tournée ici. C'est la rencontre entre notre héros et Ernest Hemingway. nous, on a la place des deux héros, là. Moi, je suis qui ? Owen Wilson. Ouais. Et toi ? Et moi, je suis Tom Hiddleston. D'accord. Et Hemingway, normalement, il est là. Ouais, en face. il est par là. On est bien d'accord, Juliette. C'est vraiment ici que ça s'est tourné. Ah ouais, c'est ça n'a vraiment pas été ici. reconstitué en Et puis studio. vraiment, il y avait juste à poser la caméra parce que comme vous pouvez le voir, ça n'a pas changé depuis les années 20. Donc ça, c'est assez magique aussi. Hein. C'est vraiment l'identité de Paris. Ça veut dire que toi, dans tes balades que tu proposes, il y a toujours un stop comme ça, dans un bistrot, dans un restaurant, dans un bar. J'aime bien les petits stops, ouais. Restaurants, bars, des lieux un peu typiques, oui. Justement, à qui s'adressent tes visites ? Alors, il y a des gens assez différents. Il y a quand même beaucoup de Parisiens. Beaucoup de Parisiens ou de gens du coin qui sont là pour redécouvrir leur ville avec un regard un peu différent. Et j'ai aussi pas mal de groupes quand même. J'ai beaucoup de scolaires. Et puis après, il y a le côté Paris idéalisé avec les touristes. Les touristes américains qui adorent ça. Les touristes américains qui adorent ça, alors que les Parisiens, ils vont aller du côté de Belleville pour redécouvrir leur quartier ou à Montreuil, quoi.
Alors Juliette, pourquoi la Sorbonne? Quel rapport avec le cinéma? Alors la Sorbonne est très très appréciée des producteurs et des cinéastes parce qu'on peut y tourner très facilement. Elle a plein d'avantages. Déjà pendant 3 mois, il n'y a personne. Les étudiants sont en vacances, donc on peut l'occuper sans être dérangé, sans gêner non plus. Deuxième avantage, elle fait partie d'une liste qui a été établie par la Mission Cinéma de Paris afin de proposer des décors peu chers pour attirer les producteurs. On l'utilise en tant qu'université. Oui, ça c'est la mission principale. Ça, c'est la mission principale. Mais après, il se trouve qu'elle ressemble à d'autres bâtiments publics qui sont plus difficiles d'accès pour les tournages. L'ancien 36, Quai des Orfèvres, Quai des Orfèvres, c'est le Sorbonne. Elle a été utilisée par Martin Scorsese, par exemple, pour le film Hugo Cabret. Inception, alors là pour le coup elle sert Inception de Christopher Nolan. Là récemment on avait les chars du film de De Gaulle, ça a bien impressionné les touristes quand on était en balade. Eh bien il faut se balader l'été dans Paris parce que c'est sympa, on a plein de chances de tomber sur un tournage. Exactement. Quand on parle de cinéma à Paris, il faut obligatoirement évoquer les salles de cinéma. C'est important, les salles de cinéma à Paris. Que, la toute première salle de cinéma, enfin la première projection cinématographique des Frères Lumière, c'était à Paris, près de l'Opéra, au Grand Café. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même la ville qui compte le plus d'écrans au monde, plus de 400 écrans. Donc c'est une ville de spectateurs, quoi. C'est-à-dire qu'on continue à aimer aller au cinéma, des cinémas en plus qu'on soutient, des cinémas très différents aussi, qui proposent de traverser l'histoire du cinéma en fait. Donc le Champeau fait partie de ces salles-là. C'était une salle qui était fréquentée par Claude Chabrol, par Truffaut. Aujourd'hui, Tarantino y va quand il est à Paris. Donc c'est vraiment une salle qui permet de voir des films de toutes les époques, de toutes les nationalités. Toutes les rues, ça ne s'arrête jamais. L'histoire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et qu'on peut mêler à l'histoire de Paris. Ça, c'est chouette. Merci beaucoup, Juliette. C'était Merci super. à toi. Les prothèses de cinéma, c'est la spécialité de l'atelier 69. Une entreprise discrète qui permet aux réalisateurs de transformer les visages de leurs comédiens. Alors là, ici, on est où? Alors là, ici, on est dans la salle où on fait les sculptures. Donc là, il y a Fabrice qui est en train de faire une sculpture. C'est un coup pour un vieillissement. Quand on fait un maquillage, souvent, c'est pas un seul masque qu'on enfile. C'est plein de petites prothèses qu'on colle les unes sur les autres. Et du coup, ça fait un petit puzzle qui crée le personnage. Donc là, en l'occurrence, là, il est en train de s'occuper du cou, mais il a fait aussi également en parallèle les joues, le nez, la bouche et toutes ces choses-là. Première étape, on prend reçoit l'empreinte. le comédien. On reçoit le comédien, on lui prend son empreinte. Une fois qu'on a la prothèse en silicone, on vient sur le plateau, on la colle sur le comédien et ça fait la déformation qu'on a prévue dès le début. Beaucoup d'étapes. Ah oui, il y a plein d'étapes, c'est long, c'est très laborieux. Pour un maquillage élaboré comme un vieillissement, il faut au minimum un bon mois et demi. C'est quoi cette galerie de portraits? Alors, c'est un peu tous les comédiens sur lesquels on a fabriqué des prothèses. Et du coup, à chaque fois qu'on prend leur empreinte, on va la conserver. Allez, on va essayer de deviner. Là, c'est facile. Depardieu. Ouais. On connaît facilement. Exact. Après, là, c'est plus compliqué. Alors, Omar Sy, là, oui. Là, c'est Omar Sy, exact. Ouais. OK. Après, moi, je sais plus. Et bien là, il y a Cécile de France. Ouais. Là, il y a Marion Cotillard. Là, on a Virginie Efira là-bas. Ouais. Là, en sombre, là-bas en rouge là-bas, en brique. En brique, OK. Alors, qui sont tes clients? Notre atelier, le carnet d'adresse, il est plus dirigé sur le cinéma. On peut avoir quelques exemples de ce que vous avez réalisé? On a fait Tita, on a fait La Nuit du 12 là récemment. Là, il y a un film qui sort qui s'appelle Le règne animal. D'accord. Et voilà. Du coup là, c'est Olivier avec qui on a monté l'atelier. Donc Salut Olivier. Salut. Olivier François. Voilà. Et du coup là, on est dans la zone où on fait de l'animatronique. Animatronique. Ouais. E.T. par exemple, c'est l'animatronique? Ouais. Ça, c'est de l'animatronique. En fait, animatronique, c'est la contraction de 2 mots, c'est animation électronique. Animatronique. Ça aussi, c'est de l'animatronique. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est exactement, Olivier? En fait, là, on voit qu'à l'intérieur, il y a tout un système avec des moteurs, des mécanismes pour pouvoir faire bouger la peau qu'on vient placer par-dessus. C'est-à-dire que quand ça va bouger, la peau va s'animer pour pouvoir bouger la bouche, etc. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un robot. C'est un robot, un petit robot.
Racontez-moi un peu l'histoire de l'Atelier 69. C'est une rencontre, c'est quoi? À la base, c'est Fred et Guillaume qui ont créé l'atelier. Moi, je suis venu les aider sur un projet, c'était Les Rois Maudits, je crois, de José Dayan. Ouais. Donc après, j'ai amené mes projets, il y avait leurs projets, et puis le fait d'être 3, ça nous permet d'avoir plusieurs projets. On a créé cette structure en croyant en l'équipe, l'esprit d'équipe, d'avoir des gens qui travaillent ensemble, qui se connaissent, qui fait que ça nous a rendus beaucoup plus efficaces. Ici à Montreuil, dans un lieu quand même très important, parce que c'est un peu là qu'on a inventé les effets spéciaux, non? C'est clair qu'ici à Montreuil, c'est quand même la ville de Méliès. Et aujourd'hui, il y a un savoir-faire français, il y a une école française. J'ai eu beaucoup de retours après Titane où on me disait oui, ça se voit que c'est français et tout ça. Je dis bon, Ça se voit que c'est français. ok. Et en fait, c'est élégant. ouais, mais même on parlait même d'écriture européenne par rapport à l'écriture américaine. Ah ouais. Ça, c'est plaisant à entendre quand Ah, même. mais c'est très plaisant. Mais c'est marrant de le découvrir parce que nous, sincèrement, déjà, on n'est pas à la recherche de quoi que ce soit de reconnaissance. On essaie juste de faire raconter des belles histoires, Il y a eu un César quand même. Oui, mais quelque part, on l'a pas eu en le cherchant. Et il faut pas oublier que ce qu'on fait, nous, c'est raconter des histoires. Et si on est trop plus présent, l'histoire, on l'oublie. Si ça se voit, c'est que c'est raté. Frédéric Gersal m'a donné rendez-vous place Édouard VII pour me raconter l'incroyable histoire du cinématographe des Frères Lumière. Qu'est-ce que vous faites là? Mais je suis perdu. Bah oui, ça se voit. Qu'est-ce que vous essayez de comprendre? J'essaye de comprendre ces lignes là, de toutes les couleurs. Mais c'est tout simple, ce Ah sont bah des c'est- anamorphoses. Et alors? L'anamorphose, il faut se passer au bon endroit. C'est une, Suivez-moi. c'est une question Donnez-moi le d'optique. bras. C'est une question Voilà. d'optique. Si on se met là, regardez, C'est une question toutes les d'optique. En fait. toutes les lignes Faites voir. se prolongent. Vous voyez? Ah. C'est chouette, hein? Et ça, on le doit à l'artiste qui s'appelle Felice Varini. Les 4 triangles pour 2 fenêtres. Alors Frédéric, racontez-moi, parce que moi j'ai toujours été intrigué par cette place, par cet îlot qui donne sur le boulevard des Capucines. Oui, vous avez raison. Alors on est devant le théâtre Édouard VII. C'est un roi d'Angleterre. C'est le fils de la reine Victoria. On parle du quartier, de l'histoire. Vous qui êtes amateur d'histoire, est-ce que je peux vous proposer une visite à l'hôtel Scribe, tout à côté? Avec Parce grand que là, il y a plaisir. eu une première, mais extraordinaire, qui s'est déroulée au sein de cet hôtel qui s'appelait à l'époque le Grand Café. Mais ça, je vous le raconte là-bas. Oui, j'ai hâte que vous me Allez, racontiez tout ça, venez. on y va. Là, c'est l'hôtel Scribe. Oui, de la rue Scribe. Voilà, absolument. Grand hôtel parisien. C'est ici que tout a commencé. Qu'est-ce qui a commencé? Ah ben, l'histoire du cinématographe des Frères Lumière. La première séance publique a eu lieu dans ce qui est cet hôtel aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait là? On est à l'envers. Ça fait longtemps qu'avec vous, je sais qu'on marche sur la tête. Formidable. You are my love. Moment historique. Very, very, very. Une Et- lanterne magique. Absolument. Lanterne magique, c'était le nom qu'on donnait à ces projecteurs, à l'origine pour des images fixes. Et puis petit à petit, ça a servi aussi aux images animées qu'ont imaginées ces 2 frères. Les Frères Lumière. Louis et Auguste. Auguste Lumière. Donc ici, ils sont liés à ce lieu. Ils ont inventé le cinématographe et la salle de cinéma, c'est ça quoi? Ben, exactement. Ils cherchent un théâtre qui accepte de les accueillir. Personne ne veut prendre le risque. Ouais. Il n'y a que justement ce salon indien du Grand Café qui accepte de les accueillir. Donc on est en sous-sol. Qu'est-ce qu'on a projeté? Alors on a projeté une dizaine de petits films. C'était des tout petits films qui faisaient 1 minute. Hein. C'était la sortie des usines Lumière. Vous savez, il y a la fameuse entrée du train en gare de Ciotat. de la Ciotat. De la Ciotat, oui. Alors la Ciotat, c'est important parce que c'est là qu'il va y avoir la première salle de cinématographe réelle, entièrement consacrée au cinéma. Et alors, on a des témoignages de l'époque? Oui. Comment les gens ont réagi quand ils ont Alors, vu cette première d'abord, il n'y a eu que 33 personnes. Oui. Ils ont eu beaucoup de mal à remplir la oui, salle. Elle n'était oui. même pas remplie, d'ailleurs. Donc c'est un lieu effectivement chargé d'histoire Ah, dans les bah sous-sols oui. de l'hôtel Scribe. Ah, c'est- Allez, bon, on se dit à quitte là? bientôt, oui. Ouais, à très bientôt. Je suis Au un peu revoir, en Frédéric. hypoglycémie. Terence Hill et son fils Jess ont ouvert leur premier glacier à Paris et dégainent des parfums étonnants dans un lieu qui met à l'honneur la joyeuse période des western spaghetti. Hi Jess, how are you? Bonjour Yvon, très bien, merci. Vous êtes le fils de Terence Hill. Qui est Terence Hill? Terence, c'est un acteur. Il a commencé à jouer à l'âge de 12 ans.
Il l'a fait pendant 72 ans. Il est très connu par ses westerns dans les années 70 et 80. Son vrai nom, c'est Girotti. Oui. La famille Girotti, c'est une famille de glaciers. Oui, il y a une tradition de la glace dans ma famille. On a toujours aimé ça. On a commencé cette nouvelle aventure il n'y a pas longtemps. Jess, quand tu as eu l'idée de relancer les glaces Girotti, comment ton père a réagi? Il n'était pas très rassuré, pas très emballé par cette idée. Notre famille est très pudique et il est très réservé. Mais maintenant, il en est plutôt fier parce qu'on a des super produits. Quel est le parfum préféré de ton père? Pistachio. Pistachio. Pistachio et fondant, yeah. On va les goûter ensemble? S'il vous plaît. Ok. Oui. On commence par la glace à la pistache. C'est ta préférée, Jess? On peut goûter la glace à la pistache? Alors là, on est avec Alessandro, qui est le responsable de la boutique parisienne de Girotti. Alors, raconte-moi un peu la pistache. Qu'est-ce que c'est exactement la glace à la pistache ici chez Girotti? Déjà, c'est une glace issue de la pistache de Bronte, donc pistache qui origine en Sicile, dans ce petit village de Bronte. Et ben, c'est tout. C'est le pourcentage de pistache qui est dedans. C'est l'absence de conservateurs, c'est l'absence de colorants, et le lait frais, et je crois aussi l'amour qu'on met dedans. Alors, on va goûter cet amour-là. Oui, effectivement, c'est très équilibré. Autre parfum, star de la maison Girotti, c'est lequel? Ah, la fraise. La fraise, faut goûter la fraise. La fraise, absolument. Alors, raconte-moi, la fraise, elle est faite avec quoi? C'est pas de la fraise italienne aussi? Oui, à la base, ce sont des fraises italiennes. Après, vous savez, parfois, les marchés ont des nécessités et vous pouvez vous fournir ailleurs. Mais le principe, c'est toujours de vraiment faire travailler les producteurs locaux, donc de longue. Donc la fraise est cultivée dans toute l'Italie et aussi en Ombrie. Et là, vous avez les 65% de fraises. Waouh. Effectivement, là, on a le goût de fraise extrêmement puissant. C'est très agréable. Merci de cette découverte. Merci à vous. Allez, moi, je pensais avant de partir parce que là, il y a papa, le copain et la glace. Je ne sais pas si c'est ma taille, mais bon, je dirais que ça ira. On a plusieurs tailles. On trouvera la vôtre. Merci beaucoup. Merci de à votre vous. accueil. Merci à vous. Thank you. Au revoir. Au revoir. Hop. Allez, maintenant, c'est la tête d'affiche du boulevard Poissonnière qui nous intéresse, le Grand Rex. Cette salle monumentale où les plus grandes stars ont pris l'habitude de rencontrer leur public. C'est tellement grand chez toi que tu n'arrêtes pas de faire des kilomètres, là. C'est énorme ici, c'est immense. C'est combien de mètres carrés en tout, de hauteur, de Hauteur vers 30 mètres, largeur 35, profondeur à 50 mètres de la cabine de projection, tout est démesuré ici. On est bien d'accord, c'est toujours la plus grande salle de cinéma d'Europe. Absolument, et probablement la dernière plus grande au monde, car nos amis américains ont certes plus grand, sauf qu'on se sont vraiment reconvertis à 100% dans le spectacle. On le doit à qui, ce décor absolument incroyable? Alors, on le doit à Jacques Haïk. Alors Jacques Haïk, c'était un producteur-distributeur français d'origine tunisienne, ce qui explique l'ambiance méditerranéenne. Il décide de créer le Rex en 1930 et les travaux commencent en 1931. Dans les années 30, la salle faisait 3300 places et maintenant elle fait 2702. Et c'est aussi la salle des avant-premières. Oui, on a les plus grandes avant-premières ici. Ouais. Tarantino, quand il vient au Rex, il sait qu'il est vraiment dans l'histoire du cinéma, qu'il est dans une salle mythique. Donc il sait où il vient, Tarantino, il connaît le Rex. Et en plus, quand il vient, il exige à ce qu'il y ait un projecteur 70 mm au premier balcon. Car il faut savoir que Quentin Tarantino veut que ses films soient projetés en avant-première ici, sur de la pellicule. Ah. Alors tu m'emmènes où, là? Alors là, on va à la partie coulisses du Rex, qui s'appelle le Rex Studio. Et là, quand on fait cette attraction, on redevient vraiment un enfant. Ah oui! Ça, ce sont toutes les personnalités, les vedettes qui sont passées au Grand Rex. Donc on appelle ça le Wall of Fame. Et là, ce sont les stars qui sont venues et qui ont signé sur les cadres. Je suis où, moi? Alors, je crois que tu es là-bas, Yvan, à côté de suite, Tom Cruise, là-bas à droite. Bah, évidemment, Tom. Bah oui, normal. Là, Arnold, évidemment. Arnold, Stallone, Van Damme, Ouais. Dolph Lundgren, Statham, Liam Neeson. Alors, ça commence où, notre découverte? Ça là commence juste en bas.
Ah, Stallone, Expendables, Schwarzy. Ce garçon est un grand malade. Il a vu 19 fois le Titanic ici, dont une fois avec James Cameron. c'est le tunnel des stars. C'était très sympa, Franck. Je suis pas sûr qu'on ait un César avec ça ou un Oscar, mais c'était sympa. Peut-être une palme d'or. Ah, peut-être, pourquoi pas. Et en tout cas, on n'a pas tout montré du Non. parcours. Non, un non, petit non. bout, là. Vraiment Il un faut, petit faut laisser la magie, quand même. Par vrai. contre, ce que je voudrais que tu me montres, c'est le toit du Grand Rex et qu'on s'approche de ces fameuses 3 lettres. Vraiment Alors, impressionnant. ça, tu vois, Franck, c'est la cerise sur le gâteau. C'est le privilège de Paname, c'est d'aller là où le grand public peut pas... Où personne ne Ouais. peut aller. Voilà. Et d'offrir quand même, de vous offrir une vue absolument incroyable sur tout Paris. Et surtout là, les 3 lettres. Rex. Rex, ça veut dire roi, hein, En latin, ça veut dire roi. Ouais. Roi des cinémas. Le roi des cinémas. Voilà. Et c'était un peu avant-gardiste à l'époque parce que le Rex, il est encore là. Et la plupart des grandes salles de Paris ont soit disparu, soit ont été morcelées. C'est un vrai complexe hein, Tout à fait. pour faire la fête, pour s'amuser, pour se distraire. C'est le lieu de l'entertainment, comme diraient les Américains ici, bien sûr. J'ai rendez-vous maintenant avec Mireille Tambouret, reine du costume qui gère une garde-robe incroyable destinée au cinéma et au théâtre. Salut Mireille. Salut Je Harry. me dis, je vais rencontrer la reine C'est du moi la costume, reine. donc j'ai mis ma couronne. Oui, on est en train d'essayer avec Léonore un curé pour le tournage de l'Abbé Pierre. J'ai la chance d'être d'une génération où j'ai pu habiter des maisons où il y avait des greniers. Et j'allais dans les greniers de mes 2 grands-mères, dont une qui est professionnelle modiste, donc qui avait des chapeaux, qui avait des vêtements anciens. Et comme j'avais pas mal de costumes chez moi, j'ai commencé à me former pour être chef d'entreprise, pour monter une petite boîte De location. de location de costumes. T'en avais combien de costumes à l'époque? Oh, j'en avais pour être contenu dans 70 mètres carrés. Et Ouais. Maintenant, on a 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés. Voilà, donc Et en 20 c'est ans, rempli, on a... hein. Là, c'est rempli, oui. Donc en 20 ans, il y en a En 20 combien ans, maintenant? Allez, tu sais Il y combien a 56 000 pièces. 56 000 Oui, pièces. à peu près, hors accessoires. Qu'est-ce que je peux faire moi, avec ma couronne là? Comment je pourrais m'habiller? Ah, on va mettre une cape des rois maudits. C'est une très belle fabrication. Et pour nous qui sommes loueurs, les belles fabrications durent dans le temps et c'est important. Donc c'est de la très belle marchandise. C'est Là, de la on a très un belle marchandise. Très beau velours. Et on fait partie des gens écologiques finalement, parce qu'au lieu qu'ils soient jetés, qu'ils soient brûlés, ben, on les a gardés, on les met au service du cinéma pour des nouvelles histoires. Allez, on passe par là. Bonjour Eric. Toi, tu travailles pour quelle émission? Secret d'histoire. Et donc, tu cherches des costumes d'époque pour la partie reconstitution, c'est ça? Oui, pour tout ce qui est évocation, tout à fait. C'est une tenue de garçon, ça. Hein, Mireille? Cette chose-là, c'était une tenue d'homme. Voilà, Ah, c'est oui. une culotte. Ah oui, c'était très transgenre. Avec en dessous une vraie culotte. Ouais. Avec Mais ça, oui, on qui voit avait Louis un terme XIV danser particulier. comme Les ça. à un canons. moment. Les canons. Mhm. Ça par-dessus la jupe culotte, il y a une espèce de boléro. Et la petite oie. Oui, la petite. La oie. Et maintenant, Tu connais un peu la boutique? oui, Oui. j'adore le vestiaire, vraiment. C'est vraiment un lieu où moi je me sens très à l'aise parce que le fond est magnifique, déjà primo. On peut se confronter tout d'un coup, quand on va un petit peu plus loin là-bas, à des authentiques 1850. Ah oui, il y a du vrai. Il y a des vrais. Ah, bien Ça, sûr. c'est du faux. C'est du faux. Là, est du faux. là, c'est du faux. Mais là-bas, il y a du vrai. Et on voit comment les vêtements étaient faits. Alors Yvan, je vais te montrer les authentiques dont on a parlé. On a des costumes d'époque au vestiaire à partir de 1840. Pourquoi là, c'est plus facile d'en trouver ou... Oui, il y en a encore. Il y en a encore. Bientôt, il n'y en aura plus, mais il y en a encore. Une autre, c'est une visite. C'est entre la veste et le manteau. C'est apparu en 1870-80. La grande mode, c'est 1870-80. Elles partaient avec ça, par-dessus leur tenue longue, bien sûr. Avec des fausses manches, C'est des fausses manches, oui. Ce qui est dingue ici, c'est qu'on on est comme un enfant. Oui. On a envie de jouer avec tout Moi, ça je suis la première. Merci. Continuons à trouver des belles choses et et à se bien comporter à se bien comporter avec ces belles choses. avec ces belles choses. Merci beaucoup, Mireille. À bientôt. Merci Au revoir. à toi. Au revoir.
Voilà, la séance est terminée. J'espère que vous avez apprécié le film. En tout cas, n'hésitez pas à le commenter sur les réseaux sociaux. On peut aussi voir ou revoir cette émission sur notre plateforme France.tv. On peut consulter les bons plans sur Paname, la carte. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Allez, clap de fin. Allez, on y va, on fait un clap. Donc Paris fait son cinéma, Juliette, 3e. Ou 4e. C'est bien 4e aussi. Ouais, on y va. Atelier 69, Guillaume, Cécile et Chloé. Comme Hemingway. Voilà. Putain, je ne peux pas y arriver. C'est moi qui ai repris là. Comme Hemingway. Ok, super.